Lettre numéro 10. Manani, Monsemeyo. La nature aime et s'aimer. Grâce aux animaux et au vent, elle s'arrange pour que les graines des arbres s'envolent au loin, parfois à des kilomètres. Ainsi, on a vu des noix de coco traverser les mers pour conquérir d'autres terres. C'est peut-être le sens de ce qui est en train d'arriver. Peut-être que l'île vous envoie sur le continent pour essaimer. Peut-être avons-nous suffisamment vécu isolés. L'heure est peut-être venue de se rapprocher. Tu vois, Nani, les différences entre les hommes sont riches, à condition qu'on n'oublie pas leurs ressemblances. Peut-être l'avions-nous un peu oublié. Ipa et Ipamano. Lettre numéro 11. Encore une chose, Manani, Monsemeyo. Je veux te parler des mystères, parce que le monde en est rempli. Il y a ce qu'on voit et tout ce qu'on ne voit pas. Par exemple, qui sait ce qui se passe à notre insu sous la terre? Peut-être que, sans rien dire, les arbres mélangent en douceur leurs racines. Peut-être se tiennent-ils tous par en dessous. Peut-être qu'en parlant avec un arbre qui se trouve d'un côté de la terre, on peut communiquer avec des arbres qui sont de l'autre côté. Peut-être que ce qu'on fait à un arbre, on le fait à tous les arbres. Peut-être que tout se tient. C'est ce que je veux croire à mon âge, Nani, à la fin de ma vie. Parce que, imagine que ça soit vrai. Ça signifierait qu'en embrassant un vieux bonhomme sur la terre, c'est aussi ton Ipa que tu embrasserais. Et en souriant à une grand-mère de la terre, c'est aussi à Mo que tu sourirais. Et toi, ma bien-aimée petite fille, quelle que soit la suite de nos vies, tu seras toujours dans mon cœur. Ipa et Ipamano. Et vaille que vaille, les jours s'égrènent encore dans l'incertitude et le froid. Et 2 mois après leur arrivée sur le continent, après avoir serré, embrassé, salué, formé des vœux d'avenir à l'intention des Iliens qui campent encore dans l'école, Janek, Paï et leurs familles font leurs bagages et quittent le collège un matin. D'autres familles sont déjà parties avant eux, envoyées dans une ville ou dans un village au petit bonheur la chance. Ce sont leurs vrais premiers pas sur le continent. Ils sont dans leurs petits souliers. Ils n'ont jamais pris de train, il n'y en avait pas sur l'île. Dans une enveloppe glissée dans un sac qu'ils portent à la ceinture, Janek a les tickets de tout le monde, ainsi qu'une feuille de route à sortir au cas où ils se perdraient, et un peu d'argent pour pouvoir se retourner. La veille, un interprète leur a expliqué les changements à faire. Du premier train vers le deuxième, puis du deuxième vers un autobus, et en souriant, il leur a tapé sur l'épaule. « Bon voyage et bonne chance pour votre nouvelle vie. Elle va bientôt commencer. » La gare est grande. Elle contient plusieurs voies. Janek et Paï tentent de comparer ce qui est écrit sur leur ticket et sur le tableau d'affichage. Mais c'est trop compliqué. Ils avisent un contrôleur. En 2 mois, ils ont appris quelques mots de français, dont 3 qui valent de l'or. Bonjour, merci et s'il vous plaît. Janek les aligne en lui tendant ses tickets. « Vous avez tout le temps, répond l'agent en montrant l'horloge. Il ne part que dans une demi-heure. Vous le trouverez à la voie 4. C'est que, depuis 1 mois, il en voit passer des membres de ses familles. Ils sont tous vêtus de briques et de brocs et semblent un peu marcher sur la pointe des pieds pour ne pas trop déranger. Il en a entendu parler au journal télévisé. Un jour, leur île a coulé. Puis, le train arrive. Ils prennent place dans leur wagon. Cette fois, c'est parti, pense Janek en s'estimant heureux d'être accompagné par Paï, et Paï pense de même. À 2 ensemble, on est plus fort qu'à 2 tout seul. On ose aller plus loin. On est plus courageux. 3 heures plus tard, ils changent de train et trouvent la gare routière. « Oui, c'est le bon bus. Asseyez-vous, » dit le chauffeur. Et comme ils hésitent, il ajoute. « Je vous dirai quand vous serez arrivés. Il y en a au moins pour 1 heure. » 1 heure plus tard, ils descendent au lieu dit Tournefeuille. À cet instant, le nom de cet endroit leur ressemble. Ils ont perdu tous leurs repères sur la terre. Comme des feuilles arrachées à leur arbre par le vent, ils ont été emportés de l'autre côté des mers. Et maintenant, ils ont le vertige. Ils sont un peu tourneboulés,
Alors, ils doivent se fixer. Peu importe où d'ailleurs, pourvu que quelqu'un les attende vraiment à l'arrêt du bus, comme promis, avec un trousseau de clés. C'est ce que l'interprète leur a assuré. Il leur a dit « Le maire du village sera là, il vous emmènera vers votre nouveau domaine. » Mais une demi-heure après leur descente du bus, le maire du village n'est toujours pas là, et Monura ne sait plus comment bercer Laï pour le faire patienter. Quand enfin arrive un employé de mairie, il gare sa voiture de fonction. « C'est vous les réfugiés ?» Ça commence mal. Ni Pajek, ni Paï, ni leur femme ne connaissent ce mot. Janek sort la feuille de route. « Bien, venez, dit l'employé en leur montrant son véhicule. « Je vais vous emmener. Mais je n'ai que 4 places, il faudra faire 2 voyages. » La maison n'est pas loin. C'est une vieille ferme abandonnée, construite en pierre rudimentaire. Elle contient une pièce de vie, avec une cheminée et un évier dans lequel coule de l'eau si on actionne une pompe. Il n'y a donc pas l'eau courante. Et elle a aussi 2 chambres, une grange et un jardin en friche. Au fond de ce jardin se tient une cabane avec des toilettes, et à côté de cette cabane, un gros et magnifique figuier. « Le maire viendra vous voir demain, » explique l'employé de mairie. « Il ne pouvait pas se libérer aujourd'hui. » Et il s'en va, avec le sentiment qu'au fond, ils n'ont rien compris. Mais lui, il n'y peut pas grand-chose, il a fait son travail. Effectivement, le maire vient le lendemain, leur serre la main et leur souhaite la bienvenue. Mais, comme il le regarde sans rien dire, avec l'air de tout attendre de lui et en lui faisant confiance, il comprend qu'il va devoir faire plus que parler, et, pour la grande chance de tous, il se sent un peu responsable. « D'accord, leur dit-il, d'abord, vous allez devoir apprendre le français. Les enfants ont déjà leur place prévue à l'école. »« École !» reprend Janek, qui reconnaît ce mot, et il montre Nani et Semeyo pour signifier qu'ils sont partants. « Oui, répond le maire, mais comment allez-vous les y emmener ? Le village n'est pas tout près. » Et comme il demeure muet, il se met à parler. « Bon, je vais faire appel aux bonnes volontés. Avez-vous de quoi manger et de quoi vous habiller ? Et avez-vous tout ce qu'il faut pour le bébé ?» Il jette un œil autour de lui. Aïe ! La ferme lui semble plus délabrée, maintenant que des gens sont là pour l'habiter. Et ils ont si peu de choses. « Si je vous emmenais faire quelques courses, propose-t-il, et il faut que vous m'expliquiez quel travail vous savez faire. »« Travail ?» répète-t-il en prenant leurs mains. « Bientôt vous devrez gagner votre vie. Qu'est-ce que vous savez faire ? Quel est votre métier ? » ?»« Beaucoup de choses, » répond Janek, en mimant un marteau et des clous, et un rabot sur une planche de bois. Et Paï tente d'expliquer qu'il sait démonter des moteurs. Et tandis que le maire leur fait signe de le suivre, le vent souffle soudain dans les hautes herbes en friche du jardin, et ça fait comme un bruit de mer. 1 an plus tard, dans une grange dont un coin a été aménagé en chambre, 2 enfants sont assis derrière un bureau. On dirait un frère et une sœur, tant ils se ressemblent. Un stylo à la main, ils sont penchés au-dessus d'un joli cahier rempli de lettres dont les phrases ont été découpées et recomposées et dont certaines pages sont illustrées de beaux dessins. Et les yeux de ces enfants brillent des étoiles qu'ils y ont collées et des flots d'amour qu'ils renferment. C'est le cœur de l'île qui y est, avec sa faune, sa flore et ses habitants. C'est un véritable trésor. « Je commence, tu veux bien ?» demande Nani en ouvrant le cahier à une page encore vierge, à la suite des lettres découpées écrites par les 2 grands-pères. Son habillement a changé. À l'instar des écoliers du village, elle est vêtue d'un jean et d'un t-shirt à manches longues, mais son visage bordé de cheveux ondulants est le même. À lui tout seul et sans mots, il parlera toujours de vagues caressant les coraux du Nil, d'algues marines et de sirènes. Maintenant, elle met rarement ses robes à fleurs, sauf quand avec Semeyo, ils vont danser autour de l'arbre, le figuier au fond du jardin. Lettre numéro 1. Mon cher Ipa, ma chère Mo, j'aurais pu écrire plus tôt, mais la grange dans laquelle on habite maintenant a été longtemps en travaux et le cahier n'était pas fait. Mais maintenant, ça y est. Nous habitons dans le sud de la France, dans un village qui s'appelle Tournefeuille. C'est une ferme en pierre qui ressemble un peu aux maisons de l'île, sauf qu'elle n'a pas d'étage. Pour l'instant, on en la prête. Mais
Le maire a dit que quand papa et Paï auront fait des travaux à la mairie et au village, elle nous appartiendra. Au début, le temps que papa et Paï rendent la grange habitable, on a tous vécu dans la maison avec Paï, Laï et Monura. Mais maintenant, nous sommes chez nous depuis 3 semaines. Il y a une petite cuisine, un salon, une chambre pour papa et maman, et une autre pour moi et Semeyo, mon nouveau frère. Il est entré dans notre famille juste avant qu'on ne quitte l'île, à cause de la mort de son grand-père. Grâce au maire, les gens du village ont été gentils. Le maire leur a demandé s'ils étaient d'accord pour déposer chez nous les objets dont ils n'avaient plus besoin car nous manquions de tout. Alors, ils sont arrivés avec toutes sortes d'affaires. Des matelas un peu tachés, des casseroles cabossées, des armoires déglinguées, des jeux aussi pour Laï. Et c'était super, super! Alors, la grange est devenue un atelier où on clouait, on tapait, on détordait. Monura s'est chargée des peintures. Sur certains meubles, elle a peint des hibiscus et des fleurs de tiare. Et quand le vent souffle dans un coin du jardin en friche, où les herbes sont plus hautes que nous, on entend des bruits qui ressemblent à ceux de l'île. Alors papa dit que c'est elle, sur la pointe des pieds, qui vient nous rendre visite. Sinon, on a quand même défriché une part du jardin pour y planter des légumes. Ça, c'est le travail de maman, mais Semeyo et moi, on l'aide parfois pour arroser. Avec Semeyo, on s'occupe aussi de Laï quand nos parents font suivre des cours de français. Nous, à l'école, au début, ça a été compliqué. On ne comprenait rien du tout, et les autres nous regardaient. J'ai quelquefois pleuré, je ne voulais pas y aller. Je voulais rester à la maison avec Laï, mais Janek et Yumi s'y sont opposés. Heureusement, j'avais Semeyo pour m'accompagner. Pour l'école, de nous deux, c'était lui le plus courageux. Il me disait d'avancer. Sinon, Mano requin allait arriver et il me croquerait les fesses. Aïe, aïe, aïe! Puis, on a commencé à comprendre un peu mieux les autres. Et pour nous aider à nous faire accepter, Monura et maman ont préparé un jour des beignets. Elle ne pouvait rien dire non plus, sauf bonjour et quelques autres petits mots, mais elle souriait et les enfants les ont aimés. Puis, pour leur donner une idée de l'ambiance qu'il y avait sur l'île, elles ont chanté Poreho. Sauf le lundi et le vendredi où les parents de Nadège, une fille de la classe, viennent nous chercher, papa et Paï nous emmènent à l'école à vélo. J'aime. Et j'aime aussi le soir après le dîner quand Monura nous regroupe dans la maison tous les trois, moi, Semeyo et Laï, et qu'elle raconte des contes de l'île. Elle dit qu'il faut que Laï les entende, même si pour l'instant il ne les comprend pas. Et pour chaque conte, elle peint un dessin qu'elle accroche ensuite dans le salon, et l'île s'installe autour de nous. Je te raconterai dans ma prochaine lettre la légende des vagues, parce qu'ensemble, nous l'avons un peu transformée. Voilà, je pense à vous tous les jours quand je suis joyeuse, et aussi quand je suis triste. Une nuit, j'ai rêvé que je descendais l'escalier en pierre, mais je ne pouvais pas vous rejoindre parce qu'on avait installé une serrure et la porte était fermée à clé. Alors, pendant des heures, j'ai attendu sur l'escalier. Puis, je me suis réveillée. Vous me manquez, même si je sais que vous êtes rangé en petit dans l'armoire de mon cœur. C'est que, parfois, j'aimerais pouvoir vous en sortir. Mais Monura dit qu'il ne faut pas avoir des désirs impossibles. Elle dit que ça ne sert à rien et que ça ne fait que rendre triste. Elle dit que les corps meurent, pas les esprits. Alors, je serre très 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 fort vos esprits. Nani. Deuxième lettre numéro 1. Cher Ipamano. Je t'écris de Tournefeuille, en France, où le bateau que tu devais prendre avec moi nous a déposés. Quand tu es mort, j'ai eu de la chance. Une famille m'a tout de suite adoptée. Mon père et ma mère adoptifs se nomment Janek et Yumi, et j'ai aussi une sœur, Nani. On s'entend bien. Elle est formidable pour une fille. Et ensemble, nous travaillons à nous faire un petit frère, Laï. C'est le fils de Monura et de Paï, qui vivent dans la ferme avec nous. Et comme Laï n'avait qu'1 an et demi quand on a quitté l'île, on lui prête nos souvenirs. En quittant l'île, j'ai demandé au dattier contre lequel tu es enterré de te tenir avec ses racines. Je suis sûre qu'il le fait. Je suis sûre que tu es contre lui. Ipa Enoa, le grand-père de Nani, dit que les yeux ne voient pas tout. Il dit qu'il se passe des choses bizarres sous la terre. Il dit que les racines des arbres se tiendraient par la main. Donc, en parlant à un arbre d'ici, mon message pourrait courir jusqu'à ton dattier dans l'île ou jusqu'au fond de l'océan, si l'île a vraiment coulé. Ce serait comme du morse, tu vois. Les arbres feraient une grande chaîne. Alors,
tends tes oreilles, mannequin, et écoute les messages que t'enverra un figuier. Ton grand et très beau petit-fils Semeyo, qui a une sœur d'exil, Nani. Lettre commune numéro 1. Cher Mo, Ipa et Ipamano. Avec Semeyo, on revient à la légende des vagues, peut-être que vous la connaissez. Ta'aroa, le premier et le plus puissant des dieux, le créateur de l'univers, avait créé un monde en 2 moitiés. La première, il l'avait donnée à la mer, qui au début était lisse comme un lac. Et la seconde était aux arbres, aux pierres et aux hommes. Mais, sur sa moitié du monde, la mer immobile s'ennuyait. Ce n'était pas drôle de rester inanimée. Alors, un jour, même si c'était défendu, elle décida de bouger. Et cette nuit-là, pour ne pas être vue, elle se mit à ramper doucement vers la terre pour la conquérir. Et, pour ne pas alerter les dieux, elle évitait les lieux tabous qu'elle contournait. Ainsi, à l'insu des dieux, elle engloutissait sans bruit les pierres, les vallées, les montagnes et les maisons des hommes. Mais, debout sur sa colline surplombant la mer, un homme, Arai, décida de l'arrêter. Mais seul, c'était impossible. Alors, une nuit, au péril de sa vie, il alla lui-même dans un lieu tabou, et avec un grand respect, il prit une pierre de l'autel qui lui brûla les doigts. Et la nuit suivante, alors que la mer avançait dans le noir pour surprendre la terre et les hommes dans leur sommeil, il enfouit la pierre dans le sable. Et la mer, qui ne se doutait pas du piège, monta et recouvrit la pierre sacrée. Alors, le dieu averti se dressa et l'arrêta d'un très grand coup de tonnerre. C'est depuis ce temps que la mer et l'homme sont toujours en train de se battre. Car la mer aimerait engloutir l'homme, mais chaque fois qu'elle bouge, à cause de l'intervention des dieux, ça fait naître des vagues bruyantes, et les hommes, prévenus, ont le temps de construire des digues pour la repousser. Mais ça n'a pas marché chez nous, et l'île a été submergée. D'après Monura, si l'île a disparu, c'est que cette fois, la mer et les dieux étaient complices, car, pour une raison inconnue, nous devions nous en aller. D'après Pai, les hommes doivent assurer les conséquences de leurs actes. Il dit que c'est de la faute des pays développés si, avec leurs industries, ils ont changé le climat. Alors il dit que c'est justice qu'ils nous accueillent à bras ouverts sur le continent et qu'ils nous hébergent, et il ajoute que les pays responsables devraient même venir chez nous pour s'excuser parce qu'ils ont fait des dégâts. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'île a disparu et que maintenant nous sommes loin. Par contre, Janek dit que grâce à toi, Ipa, nous avons la pierre, celle que tu m'as donnée en partant, que Mo était allé chercher sur le toit. D'après lui, elle est sacrée à cause de tout l'amour qu'elle contient et parce qu'elle est peut-être la seule pierre survivante de l'île. Alors ce soir, nous allons faire une fête et l'enterrer sous le figuier. Mais pas pour éloigner la mer, non, pour que l'esprit de l'île reste toujours auprès de nous. Nous vous aimons très très fort. Vos 2 petits-enfants de l'île, Nani et Semeyo, frères d'exil. Épilogue. La fête fut belle ce soir-là sous les étoiles. Le ciel regardait les hommes par ses millions de petits yeux, et la lune se balançait, telle une vieille femme sur sa chaise à bascule. Le ventre rempli de riz et de crochons grillés, Janek, Yumi, Nani, Semeyo, Pai et Monura s'assirent en rond sous le figuier. Lai passait de l'un à l'autre. Et ils firent de leur propre histoire un conte, celui de la pierre de l'île engloutie. Ils se le racontèrent 6 fois, chacun à sa façon, pour bien se l'approprier. Dans la version de Monura, la mer et le ciel s'étaient donné la main pour engloutir l'île. Mais avant, ils avaient poussé vers elle des paquebots pour que les hommes puissent y monter. Dans celle de Pai et de Janek, les dieux étaient très en colère, car les hommes abîmaient la terre. Alors, ils se déchaînèrent et envoyèrent les Iliens vers le continent, afin que tous les hommes se rassemblent pour réfléchir aux décisions à prendre pour préserver l'univers. Sinon, d'autres îles disparaîtraient et la vie sur la Terre serait un peu compromise. Dans la version de Yumi, reprise ensuite par Nani, Enoa dansait avec Mo quand l'île fut happée par les flots. Mais, pêchés par un arc-en-ciel, ses parents continuèrent leur danse et montèrent jusqu'au ciel où ils dansent encore, sauf quand ils s'arrêtent pour regarder vers un certain figuier sur la terre où passe quelquefois leur belle petite fille Nani et son gentil frère d'exil. Et,
Dans celle de Séméo, un grand-père coula à pic dans la mer, accroché aux racines d'un dattier. Mais, comme il était requin, il s'en libéra très vite. Et maintenant, il sillonne les flots à la recherche de son petit-fils qu'il retrouvera très bientôt, à moins qu'il ne l'ait déjà retrouvé. Puis, avant d'aller se coucher, ils accrochèrent le petit oiseau de bois d'Énoa à une des branches du figuier. Mais, le lendemain, comme prédit par le grand-père, le pigeon voyageur n'était déjà plus là. Il s'était posé invisiblement sur tous les arbres du monde, et il chantait qu'il faut aimer.